dans un nouveau vlog. Je vous prends assez tard parce qu'on est mercredi, mais je vous avoue que j'avais beaucoup de boulot lundi, mardi, et du coup j'ai pas trop eu l'occasion de vous prendre. Mais j'ai des lectures à vous montrer et j'ai surtout des réceptions là que je viens de faire aujourd'hui. Donc, ce sont des achats. C'est vrai que je reçois pas beaucoup de SP en ce moment, mais c'est pas plus mal. Hein. Donc, alors, dans les achats, j'ai reçu des mangas. Je me mets à jour dans une saga que j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Insomniac. Je vous en parlerai bientôt, je pense. Voilà, mais pour l'instant, je voudrais avancer. Je me suis acheté une saga, je crois qui est qu'en 3 tomes, que je voulais lire depuis très longtemps, mais je sais pas pourquoi le 1 n'est pas arrivé. Donc ça s'appelle Migratory Birds and Snail. Voilà. C'est celui-ci, c'est le 2 et le 3, j'ai le 1 aussi qui doit arriver, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga, je l'avais vue dans une librairie et voilà, la couve est super fun parce qu'en fait il y a des parties en soft touch, pas partout, c'est trop drôle, bon bref. J'ai pris les 3 tomes mais je sais pas où est le premier, il n'est pas arrivé. Ensuite, j'ai acheté un livre, vous allez vous dire mais quoi? Ouais alors... J'ai acheté ça, donc c'est Maxton Hall, Sauve-moi, je vais le lire dès que j'ai terminé ma lecture, parce qu'en fait j'ai envie de faire un vlog, en fait j'ai envie de regarder la série, sauf que je me suis dit, lis le bouquin d'abord, donc achète-toi le bouquin, lis le bouquin, et fais une vidéo, genre un vlog où tu lis le bouquin et où tu regardes la série. Ce sera pas un vlog très long, ce sera un vlog en plus, hein, des vlogs habituels je pense, mais en fait je suis toujours... En fait, j'ai toujours 3 trains de retard. Je découvre tout le temps les trucs, 107 ans après tout le monde, vous allez voir pourquoi je dis ça. Je suis jamais, je suis paumée avec la nouvelle génération, je suis vieille. Et là, j'ai vu que ça commençait à tourner au niveau de la série, que des gens adoraient. C'est des personnes assez jeunes, mais quand même, elles adorent. Et je me suis dit, alors, je vais pas me faire de conneries, je vais pas me faire spoiler. Donc j'ai fui tous les avis que j'ai trouvés et je me suis dit, lis le livre tout de suite, regarde la série tout de suite et fais-toi ton propre opinion. J'ai trop envie. Vous savez que j'aime tout ce qui est littérature jeunesse. Voilà, j'ai une de mes nièces qui commence à bien se passionner pour la lecture et j'aimerais pouvoir continuer à échanger avec elle. Et du coup, il faut aussi que je sache vers quelle lecture elle va. Il faut que je me tienne à la page, tu vois. Et en plus, ça me faisait envie. Donc voilà, j'ai acheté Maxton Hall. Je sais pas, Maxton, oui c'est ça, Hall. Apparemment c'est une romance. C'est un truc un peu dans le même genre que Elite, je crois. Voilà. Je sais pas si vous êtes... je pense que vous avez dû le voir passer, vous aussi. En tout cas, si vous traînez un peu sur TikTok et tout, vous avez dû le voir passer. Voilà, je veux pas être spoilé, rien. Ne me dites rien. Si c'est une bouse, je ne veux pas le savoir. Si c'est fantastique, je ne veux pas le savoir. Je vais me faire mon propre opinion. De toute façon, la vidéo sortira mercredi, je pense. Parce que voilà, il faut que je fasse les deux. Là, j'ai trop envie. Voilà, ça c'était l'achat purement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'achat pour faire une vidéo, ce qui est très rare. Et alors, une préco que j'attends depuis... Je sais même pas depuis quand je l'ai précommandé, tellement ça fait longtemps. C'est ce roman. Donc, The Foxglove King de Anna Wheaton chez Brajlon. Il me faisait trop envie. Et alors, attention. Je crois que c'est la première fois qu'on a ça. On a une carte, elle est holographique. Non mais, s'il vous plaît, c'est incroyablement... Enfin, le travail... Vous vous rendez compte du prix que ça doit coûter, ça ? Le bouquin est incroyable, enfin vraiment, il est sublime. Alors attention, il coûte 28 €. Maintenant, quand tu vois l'intérieur, enfin, voilà, je comprends, hein, franchement, il y a du jaspage, il y a des trucs holographiques, enfin c'est un bijou ce bouquin. Voilà, j'ai hâte de le lire. Et il y a un truc que j'attendais, dans les sorties coloriage, ce truc-là, j'en pouvais plus de l'attendre. C'est celui-ci, c'est le Best of Héroïne, parce que vraiment je pense que ça va être un de mes tomes préférés. Il n'y a que des femmes, je vous montrerai, alors ça je le montre pas sur ce compte là, donc faut me suivre sur TikTok, ou voilà, mais c'est vraiment tous les personnages féminins hein, qu'on trouve dans Disney, c'est du Colo Mystère, et voilà, je suis trop contente, voilà, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, ça c'était mes réceptions. Et j'ai fait 2 lectures, mais là je vais vous parler que d'une seule, parce qu'il est tard, que je suis fatiguée, que j'ai encore un montage à finir, donc je vais faire qu'une seule. Et quand je vous disais que je découvrais tout 107 ans après tout le monde, j'ai enfin lu Outlander. Sachez quand même que j'ai 8 tomes chez moi, que je ne les avais jamais lus. Mais je pense que je devais sentir que un jour la vague tournerait, que j'aurais envie de les lire, que j'aurais envie de les enchaîner.
En fait, ça a commencé tout bêtement. J'avais terminé mon livre audio. J'avais un crédit, mais j'avais pas envie de l'utiliser. En fait, j'avais juste pas envie de chercher ce que j'allais lire, ou écouter plutôt. Et quand j'ai regardé dans la bibliothèque Audible de mon compte, en fait, j'ai vu qu'il y a quelque temps, j'avais téléchargé le tome 1. Je me suis dit, mais écoute, il est déjà là, essaye, tu verras bien. J'avais déjà essayé de regarder la série, j'avais pas plus accroché que ça. Et donc j'ai écouté. En fait, ce tome 1, je l'ai à moitié écouté, à moitié lu en papier, j'ai fait un peu des deux. Et putain, j'adore l'ambiance. En fait, il y a plein de trucs que j'aime pas. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'éléments que j'aime pas. En même temps, c'est une vieille série. Mais honnêtement, je comprends vraiment l'engouement maintenant, hein, il aura fallu 10 ans pour que je comprenne, parce que c'est hyper immersif et hyper addictif. J'arrivais pas à enlever les oreillettes, tu vois, je voulais pas enlever, je voulais écouter, je voulais continuer à écouter, et parce que j'avais pas envie de décrocher. Pour tout vous dire, j'ai même commencé le tome 2. Là, je viens de commencer la série, de recommencer, puisque j'avais vu l'épisode 1 et 2, j'avais arrêté. Là, j'ai re-regardé, et maintenant que j'ai lu le tome 1, forcément, la série a une autre saveur. Honnêtement, la série a une autre saveur. J'avais l'édition collector, Weasley l'a mangé. Voilà, donc je vous montre l'autre, parce que la rouge cartonnée et tout, elle fait trop mal au cœur tellement elle a été mangée, donc je vais pas vous la montrer, il y en a qui vont pleurer. Âme sensible, s'abstenir. Alors je pense que quasiment tout le monde connaît Outlander, et encore je sais pas, parce que c'est quand même vachement populaire, mais je sais pas si tout le monde connaît. Alors, moi je connaissais les grandes lignes, mais j'avais pas le détail en fait. En fait, on est en 1947. On suit une femme qui s'appelle Claire, qui, à la fin de la guerre, en fait, elle revient en Écosse avec son mari pour faire genre un peu une seconde lune de miel. Et c'est histoire qu'ils se retrouvent parce que pendant la guerre, ils ont été séparés 5 ans. Donc l'idée, c'est quand même, qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Son mari est passionné d'histoire, donc lui, il cherche un peu l'histoire de ses ancêtres, etc. Voilà, il veut un peu savoir tout ce qui s'est passé. Ils y sont à la période d'Halloween en fait, et il va se passer un truc un peu étrange. Claire, elle va être dans un cercle de pierres, elle va toucher une pierre et elle va se retrouver propulsée en 1743. Sauf qu'au début elle comprend pas qu'elle est dans le passé, et quand elle débarque là-bas, elle comprend pas ce qui se passe. Elle va tomber sur elle va tomber sur l'armée anglaise qui est en train d'attaquer des Highlanders. Elle comprend pas du tout ce qu'elle fait là. Elle tombe direct, nez à nez, face à l'ancêtre de son mari qui essaie de la violer. Top. Elle est sauvée par les Écossais et emmenée dans leur château, et elle va devoir vivre avec eux. Et ça, c'est vraiment que le début du bouquin. Elle va devoir apprendre à vivre avec eux. Il y a le fameux Jamie qui est là, et elle va, pour sa protection, on va lui suggérer qu'il faut qu'elle épouse Jamie, vraiment pour être protégée. Donc elle va accepter. Et elle va essayer de vivre sur place. Son idée à la base, c'est de retourner à ces fameux rochers là, pour essayer de repartir en 1947. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, elle va de plus en plus s'attacher à la vie qu'elle a aujourd'hui, et elle va se sentir heureuse en fait, et il va se passer énormément de choses, parce qu'on est quand même dans l'histoire avec un grand H, un peu romancé quand même, mais on est quand même dans cette histoire avec la guerre entre les Anglais et les Écossais, les Jacobins et tout, les Jacobites. Voilà, il se passe quand même beaucoup de choses, c'est super intéressant. Je trouve que, alors là, tout le monde a idolâtré la relation entre Jamie et Claire. Alors oui, ils sont mignons, mais il faut quand même pas oublier que dès le départ, le mec, comme elle était pas d'accord, il lui a foutu une peignée dans la gueule, quoi. Elle a refusé la fessée, donc il l'a frappée. Et moi, j'en avais jamais entendu parler de ça, tu vois. Après, on est en 1700 et quelques, oui, les femmes sont traitées comme de la merde, clairement. Claire, elle se rebelle parce qu'elle vient quand même du XXe siècle, mais ça n'empêche que le mec qui est censé être son mari, qui est censé la protéger, et qui a l'air d'être le plus gentil du groupe, comme elle a pas obéi, il la corrige, hein, il est obligé, tu comprends. On parle énormément de sexe. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on en parle autant. C'est-à-dire qu'en fait, Jamie et Claire sont littéralement en chaleur. Hein. Ils font ça tous les jours, partout où ils vont, qu'il y ait du monde à côté ou pas. Enfin, c'est non-stop. Ils n'arrêtent pas. Ils sont tous les deux en rut, quoi. Voilà. J'avoue que au bout d'un moment, j'en avais un peu ras-le-bol. C'est bon, quoi. À chaque événement qui se passe, ça se termine par bam, monsieur et madame se rentrent dedans. Au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre.
Honnêtement, si t'enlèves les scènes de fesses, je pense que tu gagnes 200 pages, hein, clairement. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a toute l'histoire de Jamie qui a été en fait banni et qui peut pas s'occuper de ses terres. Donc on apprend tout son passé, il a quand même une histoire assez lourde. Il y a toute l'histoire des clans qui est passionnante et surtout c'est tellement immersif. Vraiment, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas entrée dans une saga comme ça où t'es... Je vais faire une comparaison qui est stupide, je vous le dis d'office, mais c'est un peu le même effet. Quand j'ai découvert Assassin Royal, si j'ai autant accroché, c'est aussi parce que pendant que j'étais dans l'écoute ou dans la lecture, rien de ce qui se passait autour de moi n'avait d'importance. J'étais dans ma lecture, j'étais vraiment avec eux, vraiment, vraiment. Outlander, ça me fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plus là, je suis en Écosse, je suis très loin. Une fois que j'arrête soit de lire, soit d'écouter, il faut me laisser 5 minutes pour réatterrir parce que je suis pas, tu vois, je suis un peu dans le cosmos en fait. Et j'aime vraiment beaucoup en fait. Je sais pas si je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que j'ai enchaîné le 2 et je pense que je vais tous les enchaîner. Je me fais la série. En fait, ça me fait du bien. Vraiment, vous savez que dernièrement, voilà, bref, j'ai pas envie de revenir dessus. J'arrive toujours... Enfin, ça va pas mieux, honnêtement, j'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de pleurer, mais ça va pas, honnêtement, ça va pas mieux, j'y arrive pas, c'est enfin bref. Et du coup, j'arrive à lire des trucs chouettes, mais je me sens pas complètement, c'est pas que je suis pas investie dans ma lecture, mais je vis pas l'histoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je lis d'habitude, je suis vraiment en immersion totale dans les histoires, et depuis 1 mois et demi, j'arrive plus à faire ça parce que mon esprit finit toujours par penser à autre chose. Parce que dans mon rituel de lecture, parce que Kitsune faisait ah putain, c'est pas possible. Ouh, il faut que j'y arrive à parler de lui, c'est pas possible. Parce que Kitsune faisait intégralement partie de mon rituel de lecture. Ça fait 20 ans que quand je me pose pour lire, il vient me voir et ça longe sur mes jambes. Du coup, quand je lis, je me sens incomplète, en fait. Je vais y arriver. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est la première fois, je dis pas que je suis complète quand je lis, hein, mais c'est la première fois que j'arrive, depuis son décès, en fait, à être en immersion totale dans un univers et dans une histoire. Et ça fait beaucoup de bien. Ce bouquin m'a fait beaucoup de bien. Malgré tous les défauts que je peux lui trouver, il me fait un bien fou. Et j'ai envie de rester dans cette saga parce qu'elle me fait du bien. Et je pense que je vais y rester jusqu'à ce que j'ai terminé. Voilà. Donc j'ai enfin découvert Outlander. Je sais pas si vous faites partie de ceux qui sont complètement fans, de ceux qui ont lu mais qui, voilà. Ou alors de ceux qui sont comme moi et n'ont jamais franchi le pas parce que ça les saoulait de voir ça partout. Mais maintenant je comprends l'engouement parce que finalement elle va me servir de remède et de pansement en fait. Et j'en avais besoin. Voilà. J'avais pas anticipé que je me mettrais dans cet état-là, mais finalement c'est bien que j'ai pas prévu de parler d'autre chose. Je vous reprendrai demain, je vais aller écouter le tome 2 d'Outlander, finir mon montage et écouter le tome 2. Et nous on se retrouve, pour vous tout de suite, hein, mais pour moi demain. Voilà. Allez, bye. Re-salut, on est jeudi. J'ai pas trop de temps et j'ai un peu la flemme, donc je vais pas vous parler de de la lecture que je voulais vous montrer. Par contre, j'ai encore reçu des livres. Voilà. J'ai une commande Gilbert Joseph qui arrive, je sais pas quand, elle a été expédiée aujourd'hui. Donc je vais vous montrer. Alors, d'abord, au niveau des graphiques. Je vous ai montré hier que j'avais acheté une saga. Je vous disais que le 1 n'était pas arrivé, en fait il arrive aujourd'hui. Donc c'est Migratory Birds and Snail, donc normalement c'est en 3 tomes. Donc ça a coupé, je sais pas si vous l'avez vu, donc c'est le tome 1. Je vais pouvoir lire la suite. Ensuite j'avais préco depuis que j'ai lu le 1. Donc L'amour est dans le thé, le tome 3. Je vais continuer à vous en parler. Je vais vous parler du 2 et du 3 dans un prochain update manga. Une nouveauté qui vient de sortir, donc il n'y a que le tome 1, c'est Crack pour moi Medaka. Bon, c'est un petit shoujo, je veux voir en fait, j'avais envie de voir ce que ça valait. Voilà, les dessins sont plutôt chouettes. Bon, elle est beaucoup en soutien-gorge, cette jeune fille, donc, mais j'attends de voir ce que ça donne. Et j'avais très envie de découvrir cette saga-là. J'ai pris le 1 et le 2, et encore une fois, le 2 est arrivé, mais pas le 1, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est March Comes in Like a Lion. Je crois que c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans les quartiers pauvres et qui vit seul. Et c'est sa rencontre avec 3 sœurs, il me semble.
qui va un peu tout changer en fait. Donc bon, on verra. Ensuite, niveau roman, j'ai reçu de la part de Nathan, La Reine des Enfers. Alors par contre, j'ai pas bien compris parce que j'ai reçu ça dans une box. Sauf que dans la box, il y avait que le livre et un autocollant. Je pense que l'autocollant, ils auraient pu le glisser dedans. Bon, cela dit, au moins, le livre était hyper bien protégé vu que c'est un hardback. Il est très joli. Bon, je suis pas très fan de tout ce qui est fleuri, je pense que vous le savez, mais j'aime bien le violet, donc c'est plutôt cool. Je crois que c'est une réécriture mythologique de Perséphone. Donc j'ai hyper hâte de le lire puisque vous savez que j'aime beaucoup les réécritures mythologiques. Donc voilà. J'avais oublié que je l'avais demandé, mais du coup ça m'a fait une belle surprise en le recevant. J'ai reçu le roman de Jean Reno. C'est un acteur que j'adore, mais un truc de taré. Et il se met à l'écriture, voilà. Donc il a écrit un roman qui s'appelle Emma. J'ai super hâte de découvrir sa plume en fait. Et j'espère que j'aimerais autant en tant qu'auteur qu'en tant qu'acteur. Donc ça, c'était mes 2 SP. Ensuite, j'ai dans mes achats, donc j'ai acheté L'Archipel des Dieux, le sacrifice de Amy Kaufman chez Casterman. Pas plus renseigné que ça, mais la thématique me plaît énormément. J'espère me le caser vraiment bientôt. Ensuite, un roman que je voulais absolument, et il est en auto-édition. Donc c'est un Lily M, c'est Wild Love. Il est très gros, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il fait 600 pages. Bon, c'est écrit assez gros et ça, c'est cool. Parce que quand je prends les Lily M, quand ils sortent chez MXM, du coup, c'est écrit beaucoup plus petit. Ça fait plus mal aux yeux. Mais là, du coup, c'est un intégral, je pense. Et ouais, 600 pages, c'est pas mal. Voilà, donc c'est une romance MM. Voilà, et le dernier roman... alors lui, il y a toute une histoire. Je l'avais déjà commandé une fois. Et j'avais reçu un mail me disant qu'il arriverait dans 1 mois. J'avais dit ok, laisse tomber, je l'avais annulé. Je m'étais dit je le trouverais en salon ou un truc comme ça. Et puis finalement, quand j'ai passé une commande l'autre jour, comme il faut atteindre les 35 € pour pas payer de frais de port, il était toujours dans ma wish, j'ai dit j'essaye, et en fait là il est arrivé. Donc je sais pas pourquoi la dernière fois c'était si long. Donc il s'agit de celui-ci, donc c'est Outre-tombe, de Lucie Goudin, donc c'est Ghost Memory, c'est un tome 1 et c'est chez MXM, c'est en Urban Fantasy, j'aime beaucoup leur collection Urban Fantasy, avec des jolies en-têtes de chapitres. Voilà, faudrait que je le lise bientôt parce que vraiment il me faisait très 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 envie. Donc voilà. Voilà pour mes achats. Donc là, on n'est pas sur de la fiction, puisqu'on est sur un recueil. Enfin, ça s'appelle Prisonnier de Jérusalem. En gros, c'est les propos rapportés d'un détenu qui a été détenu politique en Palestine occupée. Ça a été retranscrit par, je pense que c'est un journaliste. Voilà, c'est son témoignage. C'est un texte qui est assez court quand même. Il fait une centaine de pages. C'est un tout petit livre. Je sais pas si vous pouvez voir. J'étais en train de faire des recherches sur toute l'histoire toute l'histoire du conflit entre la Palestine et Israël, et je cherchais des romans en fait pour me documenter ou des témoignages ou de la non-fiction, etc. J'avais vraiment envie d'en savoir un petit peu plus en fait. J'avais envie de me cultiver tout simplement. Et en fait, je suis tombée sur. Alors, il y avait plusieurs textes. C'est celui qui m'a fait le plus envie sur l'instant. Parce que c'est un témoignage et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est témoignage. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ce texte-là. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, parce que pour l'instant je ne l'ai pas lu. Et je vais continuer à en lire quelques-uns. Alors, très honnêtement, c'est pas nouveau que je lise ce genre de texte. J'en lis sur d'autres types de conflits. J'en lis, ce que je vous ai déjà dit, je lis des essais, etc. Mais je vous en parle pas. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans des gros débats en fait, tout simplement. Peut-être que ça viendra de parler de ces thématiques-là, mais dans un cercle plus restreint, vous comprendrez bientôt. Donc, ce sont les nouveautés arrivées aujourd'hui, sachant que donc j'avais fait une quignante, n'importe quoi, une commande sur Gibert, et je crois qu'elle arrivera peut-être samedi si j'ai de la chance, ou lundi. Mais je pense qu'elle arrivera plus lundi. Donc ce sera sûrement dans le vlog prochain. Voilà. C'est vrai que ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Les craquages sont très intenses. Donc il va falloir qu'on se restreigne. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. Mais j'ai passé quasiment toute ma journée sur un réel que j'ai filmé, et d'un seul coup ça a popé dans ma tête, je me suis dit j'ai envie de faire cette vidéo,
Je l'ai filmé, j'ai galéré sur le montage, mais vous imaginez pas comment. Il y a 3 personnages dedans. Et c'est compliqué, parce que je voulais que ça tienne dans moins de 2 minutes, j'avais plein de choses à dire, j'avais envie de faire des blagounettes à la con, et du coup, il fallait que ça tienne, c'était compliqué. Donc j'en ai tourné 2, j'en ai déjà mis un en ligne, n'hésitez pas à aller le voir, c'est celui sur Divine Rivalité. Vraiment, j'ai mis plein de petites blagues, donc allez voir, parce qu'on se marre bien. Et je crois que c'est un des réels chroniques, entre guillemets, dont je suis le plus fière. Je crois que c'est la première fois même que je suis contente du résultat d'un réel, où je suis pas en train de me dire non, il aurait pu mieux faire. Certes, j'aurais sûrement pu mieux faire, parce que je suis pas une pro du montage, parce que je suis pas du tout une actrice, et que du coup, voilà, mais qu'est-ce que j'ai rigolé en le faisant, et le résultat me fait rire. Donc voilà, d'ailleurs, tire sur mon doigt, ceux qui ont vu le réel pourront comprendre. Voilà, donc c'était très amusant. J'en ai tourné un autre qui est moins travaillé, mais du coup j'en ai fait 2 aujourd'hui. Je les ai montés, donc comme ça ils sont prêts à mettre en ligne. Je vais pouvoir reprendre un peu les chroniques sur Insta et je suis contente. Voilà, c'est le petit truc du jour. Et là, je sais pas, je suis rincée. Je sais pas si c'est parce qu'il fait pas beau ou si c'est parce que j'ai la pression qui retombe, j'en sais rien, mais je suis rincée. Donc je vais aller me poser. Si Weasley Cacahuète... Qu'est-ce qu'il y a? Si Weasley Cacahuète veut bien me laisser tranquille et ne me saute pas dessus pendant que je suis sur le canapé, à voir. Et voilà. Bon. Hey, re-salut. Bon, je vous reprends aujourd'hui, vendredi matin, c'est ça. Je vous prends à la pause café. J'avais très envie d'un café. Et on va parler lecture. Je vais vous parler de 2 lectures. Attendez, j'en attrape une, ok. Je vais vous parler de 2 lectures. Alors, je vais vous parler d'une bande dessinée, Chevaux de foudre de Aurélie Wallenstein, et les dessins sont de Béatrice Penko-Secchi. C'est chez Dracou. J'ai adoré. Franchement, c'était beaucoup trop chouette. Je vais vous mettre des planches pour que vous puissiez un petit peu voir, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, cette histoire, à la base, était sortie en roman, mais il y a longtemps, il me semble, et finalement, ça a été adapté là en BD chez Dracou, et franchement, je trouve vraiment l'histoire géniale. Si vous aimez tout ce qui est un peu antiquité, etc., les chevaux... et puis le côté, en fait il y a un petit côté gladiateur, en fait il y a un mélange de gladiateur et de l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. Vous voyez le mix? C'est un petit peu le mélange des deux. Tu mets ça dans un shaker, tu shakes et puis t'as ça qui sort, tu vois. Et c'était vachement chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on est à Rome où il y a des courses de chars avec des chevaux de foudre, donc des chevaux particuliers qui ont un nom, etc. particulier, qui ont cette capacité de maîtriser la foudre. Sauf que comme ce sont des chevaux extrêmement dangereux, n'importe qui ne peut pas les monter. Donc en fait, ceux qui vont pouvoir monter ces chevaux, ce sont des esclaves. Et parce qu'on s'en fout en fait, hein, si eux ils meurent. Et en fait, c'est comme ça que les esclaves vont pouvoir gagner leur liberté. On va suivre Tali qui est kidnappée au même moment qu'un cheval de foudre et qui va se retrouver dans cet univers et qui va devoir faire face à tout ce qui, à tout ce qu'il y a sur place, donc la course, l'éducation des chevaux, le débourrage, etc. Et en fin de compte, elle va se rendre compte que c'est assez barbare. Et quand elle fait la rencontre d'un esclave qui va être celui qui doit monter le fameux cheval, elle va lui donner quelques conseils et en fait on découvre que Tali elle a quand même cette capacité à communiquer avec les animaux et voilà, c'était vraiment super chouette. Je vous en dis pas trop parce que c'est pas très long et je veux pas vous spoiler toute l'histoire, mais vraiment j'ai surkiffé, en fait je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai vraiment aimé. On sent en fait, je vous dis, c'est vraiment ces 2 ingrédients-là. L'ambiance un peu pesante et tout que tu peux avoir dans Gladiator, etc. Et en même temps, ce truc hyper tendre, hyper doux, où t'as cette gamine, en fait, qui peut communiquer facilement avec les chevaux. Enfin, je sais pas, c'est assez dingue. Je trouve ça vachement chouette. Je vais vous mettre un petit extrait de l'interview que j'ai fait d'Aurélie Wallenstein, donc qui est l'autrice de cette BD. Alors j'en ai fait un réel, je vous mets le réel dans la barre d'infos où elle présente ses nouveautés et où elle donne des thématiques et tout. Je vous jure qu'en voyant son réel, si vous n'avez pas envie de lire les BD, je comprends pas, parce que sincèrement en fait c'est une autrice qui va, mais même dans ses romans c'est comme ça, elle va vraiment beaucoup travailler les personnages et notamment les femmes, et c'est ça que j'aime en fait, parce que dans l'univers de la BD c'est pas tout le temps le cas, hein. Les femmes sont pas tout le temps mises à l'honneur, très souvent elles sont avec des gros nichons, limite si elles sont
sont pas en train de s'étouffer la tête dans les seins, tu vois. Et elles ont souvent des rôles, voilà. Bon, c'était déjà beaucoup ça dans les univers de fantasy, mais alors dans le monde de la BD, je trouve que c'est pire. Et depuis quelques années, on voit émerger d'autres choses. Et c'est grâce à des autrices, alors pas que elle bien entendu, mais notamment, tu vois, c'est grâce à des autrices un peu comme Aurélie Wallenstein, et je trouve ça chouette. Donc je vous mets le réel que j'ai fait, vraiment n'hésitez pas à aller le voir, déjà ça donnera de la force à Aurélie. Et je trouve ça extrêmement important de soutenir les autrices, surtout en BD, parce que je vous assure que les femmes dans l'univers de la BD, c'est pas non plus ce qui est le plus mis en avant. Donc c'est extrêmement important déjà de soutenir des femmes, on est des girl power les meufs, et puis c'est une autrice française. Alors en plus c'est une autrice que moi j'adore, donc forcément je vais vous dire soutenez-la, mais c'est vraiment très important de donner de la force en fait à tout ce qui peut être créé par ces personnes-là, en fait, par ces femmes, et encore plus quand c'est français, soyons un peu chauvins. Donc voilà, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir le réel, je compte vraiment sur vous. Et puis, je vous mets là, je vais vous mettre un petit extrait, alors c'est un format réel, hein, donc ça va être un peu chelou, mais je vous mets quand même l'extrait, parce que j'ai pas pu tout mettre, j'ai filmé un petit quart d'heure avec elle, et moi le réel il fait 3 minutes, hein, donc je pouvais pas tout mettre. Je vais vous mettre des petits extraits de passages que j'ai trouvé peut-être intéressants, pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur Aurélie et son travail. Mais ça, c'était vraiment bien. Plein de thématiques super chouettes, donc voilà, et une mise en avant des chevaux et des femmes. Ah, des cheveux, incroyable. Oui, J'adore. L'illustratrice a soigné la coiffe. J'adore les cheveux. Bon, moi j'adore le cheval. Donc ça, c'est ta toute nouvelle sortie? Oui, alors Chevaux de foudre, à l'heure où on se parle, elle est sortie il y a 2 jours, donc c'est vraiment de l'actualité chaude. Alors Chevaux de foudre, en fait, je me suis amusée à revisiter les courses de chars à Rome, dans l'Antiquité. Et j'en ai fait une transposition complètement imaginaire, complètement fantastique. C'est-à-dire que là, on est sur des courses montées avec des chevaux fantastiques. On est à Rome, mais dans une Rome un peu uchronique, où on organise donc dans le Circus Maximus ces courses de fulgure, les chevaux électriques. Et c'est des courses extrêmement dangereuses, mais comme l'étaient les courses de chars à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut vraiment perdre la vie dans l'hippodrome. Hein. Et du coup, ils font courir des esclaves. Ceux qui montent les chevaux sont tous des esclaves qu'on force d'une certaine manière à courir dans ces courses ultra dangereuses pour gagner leur liberté. Donc l'histoire, on va suivre 3 personnages. On va suivre donc un ancien champion des courses, enfin un champion des courses, qui s'appelle Marcus. Notre héroïne, Thalie, qui elle est capturée au début du roman avec le cheval Ira. Ensemble, tous les deux, ils sont amenés de force dans les écuries romaines pour participer à ces courses, elle en tant que palefrenière et lui en tant que cheval de compétition. Donc c'est vraiment un roman qui va être sur l'Antiquité, le côté un peu historique. Mais moi j'ai vraiment voulu soigner la relation avec le cheval. Je pense que c'est une BD qui plaira aux amoureux des chevaux. Béatrice, illustratrice, et moi-même sommes des passionnés de chevaux. Donc on a vraiment mis beaucoup de nous dans cette BD, de nos expériences dans le monde du cheval. Et on a vraiment voulu soigner la relation de notre personnage Thalie avec le cheval Ira. Et que ce soit une vraie rencontre et aussi qu'on change un peu le logiciel. C'est-à-dire que sur les méthodes qui sont employées avec les chevaux dans Chevaux de foudre, elle va apporter une sorte de nouveau regard. Et on tient vraiment à ça, à mettre ce nouveau regard en avant dans cette BD. Il y a un petit côté l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, je trouve, avec Thalie. C'est Thalie murmure à l'oreille des fulgures, complètement. Et on est aussi sur une optique d'approche éthologique du cheval. Ouais, c'est trop bien. Merci, c'est mon bébé. Trop bien. Et bien bossé, hein. Ah, on n'arrête pas. C'est ce qu'on aime. Et du coup, tu es sur la BD depuis que tu as réadapté Mère Ouais, non, c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Hein. Mère morte, il est de 2022, je crois. Ah ouais, putain. Ah ouais, tu nous as sorti tout ça en 2 ans. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens plus autrice de BD ou autrice de roman? Je suis vraiment à mi-chemin. Je fais moitié-moitié. C'est la moitié de mon activité, la BD, maintenant. Ouais. Et tu as besoin des deux, tu sens que c'est un truc en fait, c'est des énergies différentes. Je trouve que c'est pas du tout la même chose d'écrire une BD et d'écrire du roman. La BD, on est sur des énergies... le récit est plus court. Donc
Donc il faut... Puis je sais pas, je trouve que dans la tête, ça se télécharge autrement, quoi. Puis tu travailles pas toute seule aussi, du coup, là, vu qu'il y a Et je des travaille bien sûr dessinateurs. en binôme avec Il y a ça aussi, avec l'illustrateur. Mais au départ, on est tout seul au scénar. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, mais c'est cool. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de plus sur tes BD? J'espère que vous aurez plaisir à les découvrir. Ensuite, j'ai enfin lu le dernier roman d'Amélie Antoine. Vous savez, maintenant je pense que j'adore les romans d'Amélie Antoine. Celui-ci, je l'avais reçu en avant-première. Je voulais pas le lire avant parce que je voulais pas vous le présenter trop tôt avant sa sortie. Donc il est aux éditions Le Muscadier Noir, comme le précédent, que j'avais adoré, mais un truc de taré. Et là, on est sur, donc ça s'appelle Un enfant sans histoire. Je suis plus mitigée sur ce roman-là. En fait, je vais vous dire vrai, enfin, de toute façon, je vais vous en parler plus, mais il y a un côté mitigé, mais c'est pas que je l'ai pas aimé, parce qu'en fait, je l'ai aimé. Mais il y a un petit élément qui me laisse un peu perplexe. Mais c'est le choix de l'autrice, et je le comprends complètement, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas, voilà. Dans ce roman, on a plusieurs voix, on a des témoignages et on a l'histoire d'une famille, ok? Donc, il y a une espèce d'alternance entre les chapitres. Et la première chose que nous, on lit, c'est le témoignage d'une nourrice, enfin d'une nanny, tu vois, d'une babysitter plutôt, qui a 19 ans, je crois, et qui explique qu'elle gardait, enfin, qui explique comment elle a été embauchée par une famille pour garder leurs 2 enfants, Vadim et Nathan, de façon ponctuelle, et comment ce soir-là, ça a dégénéré, et ce qui s'est passé en gros, elle explique qu'elle était au téléphone à un moment où elle avait mis les enfants devant la télé, qu'elle s'occupait pas forcément d'eux, que l'un des deux est venu la chercher, qu'elle lui a dit j'arrive. Et là, on sait juste que quand elle arrive, elle découvre un truc dramatique, mais on ne sait pas quoi. Ça, c'est Amélie Antoine, je te jure. Voilà. Donc, on sait qu'il y a un truc dramatique et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, on prend l'histoire et on rencontre cette famille, constituée d'un couple et de 2 enfants. Voilà. À savoir que ce couple, pendant des années, n'ont pas réussi à avoir d'enfants, donc ils se sont tournés vers l'adoption. Et on leur avait dit que ça allait être extrêmement compliqué, très long, et que quand on voulait un enfant assez jeune, c'était très souvent des enfants qui avaient des problèmes ou qui étaient porteurs d'un handicap ou qui avaient une grave maladie. Donc voilà, eux ils savaient un peu à quoi s'attendre, sauf que finalement, assez rapidement, ça paraît pas rapide, mais pour un système d'adoption c'était rapide, assez rapidement on leur passe un coup de fil en leur disant qu'il y a un enfant pour eux dans un pays de l'Est, je sais plus quel pays, qu'il y a un petit garçon de 18 mois qui les attend et que voilà, qu'il n'a pas de pathologie particulière, donc on leur demande s'ils sont ok pour l'adopter. Forcément, eux ils attendaient ça, ils attendaient ça depuis des années d'être parents, donc ils sautent sur l'occasion. Elle trouve ça, elle est un peu suspicieuse dans le sens où elle se dit c'est bizarre, on nous avait pourtant dit que c'était pas possible d'avoir un gamin en bas âge, d'avoir un enfant en bas âge sans qu'il y ait de problème, et là on nous dit qu'il y a rien. Bref, ils adoptent donc Vadim et ils rencontrent pas de difficultés particulières, franchement. Tout se passe plutôt bien quand on considère que c'est un enfant qui a quand même un passé sans eux, tout se passe plutôt bien. Peu de temps après que Vadim soit arrivé, la maman tombe enceinte d'un autre petit garçon et elle met au monde un petit garçon qui s'appelle Nathan. Donc ils sont l'heureux parents tous les deux, enfin le couple est un heureux parent. Donc le couple ont 2 enfants, Vadim et Nathan, qui ont finalement pas beaucoup d'écart, qui ont 2 ans et demi, 3 ans d'écart. Et tout se passe plutôt bien. Le père est un petit peu omnibulé parce qu'il est auteur. Pendant un moment, il a gagné un prix Goncourt et depuis, il y a beaucoup de pression sur lui parce qu'il n'arrive pas à sortir un roman qui est autant apprécié. Donc il se met une pression pas possible. Elle travaille dans un hôpital, il me semble. Donc ils sont un petit peu pris par leur travail, mais ils accordent quand même du temps. Ils essayent en tout cas d'accorder du temps à leurs enfants. Tout va plutôt bien jusqu'au jour où Vadim se met à parler d'un grand frère, Volodia. Je crois que c'est ça le nom, Volodia. Oui, c'est ça. Qui serait son grand frère et qui est pas forcément quelqu'un de très gentil, qui est très jaloux de la situation de Vadim, voilà, qui le pousse à faire des choses pas très correctes, etc. Donc les parents, voyant ça, ils se disent ok, donc Vadim a un ami imaginaire, bon ok, ça devient un peu... En tout cas, pour la maman, ça devient très pesant parce qu'elle trouve que l'ami imaginaire est très envahissant. Les bêtises, c'est l'ami imaginaire, enfin, c'est Volodia qui les a fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose, en fait, c'est lui. Vadim se met à réclamer des jouets, des objets pour Volodia en mode ouais, mais il est jaloux, pourquoi lui il en a pas, etc. C'est vraiment très très étrange. Au point qu'ils vont l'emmener voir un pédopsychiatre parce qu'il se pose vraiment de questions. Le pédopsychiatre leur dit non, vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'assez normal finalement pour les enfants d'avoir un ami imaginaire. Donc jusque-là, tout se passe bien.
Sauf que on sent quand même qu'il y a une vraie tension. En fait, tout le long de ces parties de narration, on sent une vraie tension, surtout que on a des passages comme ça de narration, et puis bam, un témoignage. Alors ça va être, donc je vous ai dit le témoignage de la babysitter, le témoignage de la grand-mère, qui est franchement pas très sympathique avec Vadim d'ailleurs. Je sais pas, le témoignage des voisins, le témoignage de l'instit. On a vraiment beaucoup de témoignages comme ça, donc on sait, on ne peut pas oublier en fait qu'il y a eu un drame, mais un vrai drame. Et vu le comportement de Vadim et puis cette pression qu'on a avec cet imaginaire Volodia, on se demande vraiment ce qui a pu se passer, parce que tu sens qu'il y a eu un truc mais horrible. Tu as le temps de fomenter 50 milliards de plans, parce que l'autrice te met plein d'indices pour t'amener à imaginer des choses incroyables. Moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré toute cette partie. C'est, comme d'habitude, extrêmement bien écrit, extrêmement bien mené. En fait, l'autrice, elle te mène comme ça par le bout du pif, et tu sais pas vers où tu vas, mais je vous jure, vous pouvez pas imaginer tout ce que j'ai imaginé, justement. J'arrêtais pas de dire à Chris, oh, tu te rends compte peut-être que, je vous jure, j'aurais dû faire une liste de tout ce que j'ai imaginé, parce que c'était n'importe quoi. Vraiment, j'étais dans un truc de ouf. Et en fait, quand arrive la fin, j'avais tellement envie de savoir quelle était ma théorie, tu vois, dans mes théories, quelle était la bonne, en fait. J'étais dans un truc, mais laisse tomber. Et en fait, l'autrice m'a, comment dire, déjà, j'avais pas du tout imaginé ce qui s'est passé, mais pas du tout, vraiment. Alors là, pour le coup, encore une fois, je me suis fait avoir, et l'autrice m'a complètement surprise, parce que, comme dans tous ces romans, j'avais pas vu la fin venir. Donc clairement, j'étais hyper surprise, sauf que, je sais pas, j'ai l'impression que la fin va pas avec le livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un choix, c'est fait exprès, c'est pour choquer, c'est pour te heurter, pour que justement la fin ait peut-être encore plus d'impact, parce que c'est comme d'habitude une thématique avec un lien avec la famille, une thématique extrêmement importante. Dans tous les bouquins d'Amélie Antoine, c'est comme ça, donc oui, mais je sais pas. J'avais l'impression qu'il me manquait une passerelle entre ce que j'avais lu et la fin qu'on me donnait, même si elle est claire la fin, hein, y a rien de mystérieux, on sait ce qui s'est passé, nous on a la chance de savoir ce qui s'est passé, c'est pas le cas de tous les protagonistes, mais je sais pas. Je vais pas dire, parce que j'ai été voir du coup des avis, il y a plein de gens qui ont dit ouais c'est retombé comme un soufflet, nanana. Pour moi c'est pas vrai, enfin c'est par rapport à ce que moi j'ai ressenti, c'est pas vrai, mais j'ai manqué d'une connexion entre l'histoire que j'ai lue et la fin. J'arrive pas à emboîter les deux, en fait. J'arrive pas à expliquer ce sentiment que je ressens, mais je n'arrive pas à emboîter les deux. Et du coup, bah, contrairement à d'habitude, où c'est quasiment à chaque fois des coups de cœur, là, ça l'est pas. Par contre, l'ambiance et le côté oppressant, il est incroyablement bien fait. Ça, elle le maîtrise, c'est incroyable, c'est dingue. Tu peux pas lâcher le bouquin, tu veux savoir. Et je pense que c'est peut-être ça, justement, c'est que c'est tellement bien fait. T'es tellement en apnée quand tu lis, que là, pour le coup, quand tu lis cette fin, ouais, t'es un peu perdu. Voilà, moi, ça m'a perdu. Je sais pas. Et puis, je peux rien vous dire parce que je vais vous spoiler. Mais il y a un truc. Il y a un truc sur cette fin qui m'a bloqué. Voilà, donc ça sera clairement pas mon roman préféré de l'autrice. Mais c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup aimé. Et puis, en fait, je peux pas dire qu'il est pas bon parce que c'est pas vrai. C'est pas parce que moi, la fin ne m'a pas plu qu'il est mauvais. C'est absolument pas vrai. Surtout que je l'ai dévoré. J'ai mis le temps, hein, j'ai pris le bon moment pour le lire, j'ai attendu le bon moment pour le lire, mais tout le long de ma lecture, j'ai kiffé. En fait, c'est ça, c'est que tu peux pas dire que t'aimes pas un livre juste parce que la fin ne te convainc pas. Surtout que la fin, c'est quoi? C'est 15 pages. Tu peux pas dire ça, enfin, je peux pas dire ça, en fait, parce que tout le reste m'a séduit, la plume, les personnages, la tension, l'ambiance, j'étais pas bien, j'arrêtais pas de me dire putain mais il va se passer un truc horrible et tout, c'est pas possible. J'angoissais en me disant mais merde et tout, qu'est-ce qui va se passer et tout, c'est une expérience de lecture incroyable quand tu vis des choses pareilles. Voilà, après t'as les 15 pages de fin qui moi m'ont un peu perturbée, c'est pas la fin qui faisait feu d'artifice pour moi, voilà, mais pour moi. Donc voilà pour Un enfant sans histoire. D'ailleurs, le titre prend tout son sens quand t'as fini le bouquin, réellement. Mais genre, réellement, voilà. Sinon, je viens de recevoir 2 mangas de la part de Vega. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est Love of Kill, le tome 1. Et Totally Spy, le tome 2. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour maintenant. Je sais pas si je vais recevoir des choses ou pas. Je suis en train de terminer The Royal Coven, il est temps parce que j'en ai ras la casquette d'être dessus. Je vous en parle tout à l'heure, enfin pour vous tout à l'heure et pour moi
peut-être demain ou cet après-midi, je sais pas. Hello coucou, je vous reprends pour le dernier passage de ce vlog. J'ai enfin terminé The Royal Coven de Juno Dawson. Voilà, c'est un tome 1 d'ailleurs, je ne savais pas, mais je vous le dis. C'est un tome 1, je lirai pas le tome 2. Je vous le dis direct. Je me suis fait chier comme un rat mort. Je me suis tellement ennuyée, je vous jure. C'était terrible, c'était terrible. En fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais alors pas du tout. Genre, pas du tout. Le côté magie, ésotérisme, voilà. J'ai trouvé que ça ressemblait... Vous allez dire que je compare tout à des films, mais moi je suis désolée. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait un peu au pitch de Les Animaux Fantastiques. Je vous explique pourquoi. Donc là, on a dans notre monde, c'est dans notre univers, il y a des sorcières et des sorciers. Les sorcières font partie d'un coven et les hommes font partie d'un cabale, c'est comme ça que ça s'appelle. Les humains ordinaires ne savent pas qu'ils existent et il y a une prophétie qui dit qu'un enfant, un garçon, un sorcier, aura des pouvoirs beaucoup trop forts pour lui et va créer des choses horribles. Ça vous rappelle pas, franchement, les animaux fantastiques? T'enlèves tous les animaux dans les animaux fantastiques, ça ressemble. Bref. Et que ce jeune homme, ce sorcier, va faire revenir le Léviathan. Il faut savoir que depuis le début, depuis très longtemps, les sorcières affrontent les démons. Donc en fait, ce jeune homme, cet enfant, en fait, pourrait faire revenir le Léviathan. Donc ce serait dramatique. À savoir également que normalement, les femmes, donc les sorcières, ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes sorciers. Donc là, quand on découvre un ado qui a beaucoup de pouvoir, ça pose grandement problème. En fait, on suit plusieurs jeunes femmes qui sont amies, qui faisaient toutes partie du même coven, sauf qu'en fait, elles se sont séparées. Une a pris la tête du coven, une autre a créé son propre club, je vais vous expliquer pourquoi, et les autres se sont juste, il y en a une qui a pris une vie classique, elle s'est mariée à un être humain normal, voilà, elles se sont un peu toutes dispatchées, sauf qu'au moment où on va se rendre compte que cet enfant existe, cette prophétie existe, Elena, donc qui est celle qui fait partie du coven et qui est vraiment qui est très haut placée, va rappeler une de ses anciennes amies, donc Niam, qui est une sorcière vraiment très puissante, de niveau 4 ou 5, je sais plus, et qui, à son sens, est la seule à pouvoir former cet enfant et vérifier s'il est dangereux ou pas. Donc Niam va s'occuper de ce garçon qui s'appelle Théo, et elle va prendre également sous son aile Holly, qui est la fille de Elle, elle s'appelle Elle, qui était une de leurs potes, hein, et c'est celle qui s'est mariée, qui a eu des enfants, etc. Sauf qu'en fait, tous les enfants n'héritent pas forcément de ce gène de sorcière. Et Holly a hérité de ce gène, sauf qu'elle l'apprend très tard et elle est un peu perdue. Donc Niam va former Théo et Holly pour que ils apprennent ce que c'est qu'être une sorcière, le rapport qu'elles ont avec Gaïa, la Terre, etc. Dit comme ça, t'as l'impression qu'il va se passer plein de trucs de sorcellerie, et en fait, j'ai trouvé que finalement c'était très peu. On est beaucoup plus dans le conflit politique de est-ce que il faut détruire Théo ou pas. Voilà, bref, j'ai trouvé ça long, c'était terrible. Parce que finalement, tout le côté magie, ésotérisme, etc., je l'ai trouvé... en fait, c'était la toile de fond uniquement. Voilà. C'était la toile de fond uniquement, sauf que moi, je voulais vraiment lire un livre de sorcière. Et du coup, ça n'a pas collé. Il faut savoir que j'adore Juno Dawson, l'autrice. Vraiment, je trouve qu'elle a des... Le dernier livre que j'avais lu d'elle, c'était le truc sur les mannequins. Beautiful... je sais plus comment ça s'appelle. Mince, en plus je l'ai gardé celui-là chez PKJ. C'était un roman qui parlait justement du mannequinat et qui dénonçait tous les abus sexuels qu'il pouvait y avoir sur les jeunes filles qui se lançaient dans le mannequinat. Donc quand je dis jeunes filles, c'est vraiment des gamines qui ont 14 ans. Hein. Donc elle dénonçait tout ça et le culte de la maigreur, etc. C'était hyper intéressant. Dans ce roman-là aussi, Juno Dawson, elle est hyper engagée, vraiment. Et honnêtement, c'est en partie pour ça que je voulais lire ce livre. Le problème, c'est que, en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, elle veut peut-être trop en mettre. Je sais pas. On a une jeune femme dans ce roman qui s'est désolidarisée du groupe, en fait. Et elle s'est désolidarisée parce qu'elle est noire. Et qu'en fait, elle s'est rendue compte que dans le coven, il y avait quasiment que des femmes blanches. Et surtout que les jeunes filles sorcières noires étaient détectées tardivement. Et que du coup, elles n'avaient pas la même formation, elles n'avaient pas les mêmes droits. Et pour elle, c'est scandaleux. Donc elle va créer, en fait, un coven où
où ce qui est mis en avant, un coven où la femme noire est mise en avant et où elle a, elle, un rôle important. Donc il y a tout ce côté-là de défense des droits de la femme noire qui était extrêmement intéressant. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était chouette. Il y a une autre partie, ça spoil un petit peu. Alors, si vous voulez pas l'entendre, ne l'écoutez pas, je vous mets là, quand j'arrête d'en parler, je vous mets le chiffre. Je trouve pas que ce soit un gros spoil, mais effectivement, ça spoil un petit peu. Moi je trouve ça important, enfin je trouve ça cool de connaître la thématique, mais bon après peu importe, je vous le mets là, voilà, je vous mets là quand j'arrête de parler de ça. On a un personnage qui est transgenre et c'est très important dans le roman parce que ça peut changer le destin de cette personne comme ça peut changer le destin du cabal là, c'est le truc des sorciers, et du coven. Donc c'est extrêmement intéressant et il y a tout un débat sur comment on doit considérer ce personnage. Il est né avec un sexe masculin, mais il est une fille. Donc comment on le traite? Parce que en fonction de ce qu'on attribue comme genre à ce personnage, le roman change complètement. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai trouvé certains débats, honnêtement les thématiques sont très chouettes, hein, mais j'ai trouvé certains débats hyper stériles, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas vraiment de grosses nouveautés à ces thématiques-là, elles ont au moins elles ont moins le mérite d'exister, ce qui est plutôt bien, mais j'ai trouvé qu'on tournait en rond, et surtout au niveau de l'histoire, parce que les thématiques c'est vachement bien, c'est important dans un roman, mais il faut une histoire. Et là, en fait, j'ai eu l'impression que l'histoire, elle est pas ouf, et je me suis ennuyée, mais vraiment, moi, je me suis fait chier, quoi. Et ça a failli me déclencher une panne de lecture, c'est-à-dire que ça fait quasiment une semaine que je suis dessus, je n'avais pas envie d'y retourner. C'était terrible, j'ai décidé d'ailleurs que les 75 dernières pages, je les ai lues un peu en diagonale, donc je lisais quelques phrases de chaque paragraphe pour voir s'il se passait un truc intéressant. J'ai peut-être loupé des éléments sur les 75 dernières pages, c'est possible, c'est pas grave. Moi je me suis ennuyée. Et malgré le fait que j'ai trouvé des thématiques hyper intéressantes et que j'avais envie de lire un livre comme ça avec des sorcières, sauf qu'en fait, on n'est pas du tout dans un univers où la sorcellerie est poussée comme ça. On n'a pas cette ambiance non plus. Ouais, ça m'a déçu. Franchement, ça m'a déçu. Ça correspondait pas du tout aux attentes que j'avais. Et puis en plus, je me faisais chier. Voilà. J'ai trouvé que ça traînait en longueur, que c'était bavard. Voilà. Pour moi, c'était bavard. Alors après, attention, ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, je pense que justement, ça peut être l'élément qui fera que d'autres personnes vont l'aimer. Vraiment. Mais là, pour moi, ça l'a pas fait. Je suis presque sûre que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, j'aurais peut-être surkiffé. C'est possible, parce que je trouve vraiment que les thématiques sont chouettes et tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il m'en faut un peu plus. Et là, ça m'a déçu. Voilà, ça m'a déçu. C'est pas ce que je voulais lire. Et je me suis fait chier. Et je suis tellement contente de l'avoir terminé. Voilà. Par contre, ça m'a inspiré un réel avec des blagues à la con que je vais tourner ce week-end pour vous le mettre la semaine prochaine. Parce que vraiment, ça m'a inspiré. C'est déjà l'avantage, c'est que voilà, même quand ça me plaît pas, ça m'inspire des vidéos. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y a 3 livres, c'est pas mal. Et voilà, c'est tout. Du coup, il y aura un vlog mercredi, puisque là, je vais attaquer Maxton Hall, le livre. J'aimerais bien le bouffer cet après-midi, et comme ça, après, je peux enchaîner sur la série pour vous faire vraiment un vlog. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit pas trop long, hein, bien sûr, mais un vlog à chaud sur série et bouquins. J'ai jamais fait ça. Je sais même pas si ça va vous intéresser, mais j'ai envie. Donc on va essayer. Voilà. Surtout que la série, c'est un peu la série phénomène du moment, donc j'ai envie d'essayer. C'est tout. Du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les réels sur Instagram. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Là, les liens, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Je sais que vous êtes quand même quelques-uns, donc je vous mets les liens dans la barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bécos. Voilà, c'est tout. J'arrête de dire voilà aussi, ça pourrait être pas mal. Voilà. Allez, voilà.